6h14 et c'est le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1, Axel et les filles, Marion Calais pour les régions, Ève Roger pour la presse internationale, Axel de Tarlet donc pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer avec une vraie volonté de comprendre un conflit qui s'éternise. Ainsi la Croix titre ce que la crise révèle. Par ici la sortie de crise veut croire Libération. Libé qui ausculte les pistes qui pourraient dénouer le conflit et dans lequel plusieurs personnalités signent une tribune. Sortir d'urgence du bras de fer. Ni passage en force ni retrait mais une révision du contenu de la loi travail demandent les signataires qui affirment n'avoir jamais regardé le monde en noir et blanc ni divisé les gens entre les bons et les méchants. Le Figaro décrypte la stratégie de François Hollande. Il signe des chèques pour tenter d'enrayer la crise. Ainsi, le gouvernement a annoncé une enveloppe pour les enseignants et renoncé à réduire les crédits de la recherche. Ce qui est sûr, affirment les Échos, c'est que la SNCF est désormais au cœur du conflit. Problème, la direction de la SNCF réprouve les concessions faites par le gouvernement. Aujourd'hui en France, s'interroge en une sur Emmanuel Macron et titre présidentiel. Un costard trop grand pour lui. Le journal se demande, sceptique, si Macron a vraiment les moyens politiques et financiers de ses ambitions. Est-il, s'interroge encore le journal, un homme providentiel lancé au galop vers la présidentielle ? Ou peut-être un sous-marin du candidat Hollande. Ce qui est sûr, c'est qu'il cultive l'ambiguïté à en faire douter ses amis et l'Élysée. Et puis quelques pages plus loin, toujours dans Aujourd'hui, on s'indigne d'un changement de nom à 300 millions d'euros. ERDF, qui distribue l'électricité d'EDF, devient Enedis. Bon, ok, très bien. Mais c'est une opération pour laquelle ERDF a provisionné plus de 42 millions d'euros. C'est déjà beaucoup, mais c'est largement insuffisant. De la CGT qui avance un coût global pour ce changement de nom de 300 millions. Une annonce qui intervient alors que l'été dernier, écoutez bien, l'été dernier, ERDF a déjà dépensé 30 millions pour changer son logo, qui est donc devenu obsolète. Le compte est bon. C'est pas complètement ça la fin du jingle des chiffres et des lettres, mais c'est pas grave. Mario Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale ce matin. Les dégâts liés à l'eau un peu partout ce matin, ils font la une de Lyon Républicaine, mais aussi du Berry Républicain, puisque la météo a ralenti l'activité agricole dans le Cher. Par exemple, la cueillette des fraises aura 3 semaines de retard dans le département par rapport à l'an dernier. Déterminé, François Hollande dans Sud-Ouest ce matin, pas de retrait du projet de loi travail. Après 6 ou 7 mois de débat, qui osera dire, dit le président, que le gouvernement sera passé en force. Et puis un beau geste dans Ouest France, celui de producteurs de lait et d'une laiterie. Les agriculteurs ont donné une partie de leur production à la Banque alimentaire de Rennes. La laiterie, elle, a transformé le lait en beurre et en fromage, distribué ensuite à des familles d'Ille-et-Vilaine. C'est d'autant plus un beau geste que les producteurs de lait ont beaucoup de difficultés financières ces temps-ci. L'histoire du jour fait la une de la Dépêche du Midi. Demain, Marion, nos nez nous aideront peut-être à lutter contre le terrorisme. Oui, c'est en tout cas l'un des projets sur lequel planche un laboratoire de chimie toulousain qui a répondu à l'appel du président du CNRS après les attentats de novembre pour que les scientifiques ouvrent de nouvelles voies d'analyse et d'action contre le terrorisme. Ce labo, il mise donc sur les odeurs comme nouvel outil biométrique. Il y a l'empreinte digitale, il y a l'ADN et peut-être bientôt donc l'odeur. Parce que ce que veulent ces chercheurs, c'est non seulement développer un outil pour analyser les résidus explosifs dans l'air, pour analyser aussi et surtout les odeurs corporelles pour permettre l'identification d'un suspect. Étonnant, à chaque individu correspondrait une empreinte olfactive unique. C'est très étonnant. L'idée, c'est donc de fabriquer un nez électronique. Le projet appelé Captodor se construit en collaboration, assure la Dépêche du Midi, avec les services de police et de gendarmerie, pour se prononcer ensuite sur la faisabilité du processus d'ici la fin de l'année. Oui, parce qu'évidemment, les odeurs se mélangent aussi. Ça ne va pas être évident de les isoler. En tout cas, c'est très étonnant comme piste de recherche et comme innovation. Ce matin, on va en Calabre, Ève Roger, dans le sud de l'Italie, où le maire d'un petit village veut construire un cimetière pour les migrants. Oui, je vous présente Tarsia, 2000 habitants nichés au cœur de la Calabre. L'espoir de ce maire, c'est que tous les migrants noyés au large de l'Italie, et ils se comptent par centaines, voire par milliers, aient un nom, un prénom, pas seulement un numéro, et puis une sépulture digne de ce nom. Mais avant de pouvoir les enterrer dignement, justement, il faut d'abord récupérer les corps des victimes du naufrage terrible de l'année dernière, souvenez-vous, sont encore dans une épave à 400 mètres de profondeur au large de la Sicile. Une opération de repêchage a d'ailleurs échoué au début du mois de mai. Donc récupérer les corps et puis ensuite les identifier. Il y a des équipes médico-légales qui travaillent jour et nuit pour ça, trouver des indices pour établir une identité, des papiers dans la doublure d'une veste par exemple, des tatouages ou des piercings, et puis prélever des ADN pour aider les familles peut-être un jour à retrouver les leurs. Alors le journal calabrais Qui Cosenza raconte que le maire de Tarsia s'impatiente, il a le site, il attend
le feu vert et puis surtout les financements du Premier ministre Matteo Renzi pour lancer les travaux. Pas de réponse encore, même si le principe du cimetière est acquis, pas le lieu peut-être. La seule certitude, m'a rapporté hier Virginie Riva, qui est notre correspondante en Italie, c'est que le gouvernement italien vient d'acheter 500 cercueils. Voilà, la dignité post-mortem à défaut de l'avoir eu pendant leur vie. Axel de Tarlé, on revient à la grève à la SNCF qui va donc débuter ce soir, qui risque de durer. Au cœur du conflit, il y a un homme, Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, qui aurait menacé de démissionner. C'est dans les Échos ce matin. Voilà, donc une grève reconductible à la SNCF à partir de ce soir, mais qui n'a rien à voir avec la loi El Khomri. En fait, je vous dresse le cadre. Le rail va être ouvert à la concurrence. Et donc, pour être compétitive, pour rester compétitive, la direction de la SNCF a prévu de revoir certains avantages. Alors, je ne vais pas les passer en revue, mais il y a par exemple cette règle du 19-6 qui veut qu'un conducteur, s'il arrive après 19h, il a droit à un jour de récupération si le lendemain c'est un jour férié. Enfin bref, il y a des ça veut dire que s'il termine après 19h, il ne travaille pas le lendemain, il travaille le surlendemain à partir de 6h. C'est ça la règle du 19-6. Voilà, exactement. Donc le patron de la SNCF veut un peu revoir tous ces avantages, mais et du coup les syndicats sont vent debout et c'est pour ça qu'ils font grève ce soir. Mais le gouvernement veut déminer cette grève et tout le week-end il a négocié non pas avec la direction de la SNCF mais directement avec les syndicats et il a promis à la CFDT finalement ces avantages on n'y touchera pas. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF. C'est pour ça que la CFDT a retiré son préavis alors. C'est pour ça qu'elle a retiré son préavis parce qu'elle a obtenu gain de cause. Finalement ces avantages demeureront. Mais ce que n'a pas apprécié Guillaume Pépi, c'est en plus d'avoir été mis, il a été dessaisi de ce dossier. Il a été mis devant le fait accompli. Donc du coup, il a menacé ce week-end de démissionner. Du coup, deuxième effet qui se coule. Que fait le gouvernement? Après avoir fait un cadeau à la SNCF, il va faire un cadeau au patron de Guillaume Pépi, au patron de la SNCF. Il lui a donc dit non, démissionnez pas. Il lui a dit du coup, ce qu'on va faire pour vous faire plaisir, monsieur Pépi, on va reprendre à notre charge une partie de la dette de la SNCF, qui est quand même de 50 milliards. Donc vous voyez, ça fait 2 cadeaux dans le week-end. Un pour la CFDT, pas touche aux avantages. Un pour Guillaume Pépi, on va reprendre votre dette. Tout ça pour éviter une grève qui est maintenue, puisqu'à part la CFDT, les trois autres maintiennent la grève reconductive. Voilà. Donc ça fait cher la négo quand même. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le Père Noël existe. Il arrive à chaque fois avant l'année présidentielle. Il passe un peu plus tard que d'habitude. Il passe tous les 4 ans. À 10 jours de l'euro, il est très généreux le Père Noël. Il passe tous les 4 ans. Il est formidable, Papa Noël. Génération Zidane, c'est sur RMC Découverte, c'est à 20h51. Qu'est-ce que ça peut être que cette musique? Qu'est-ce que c'est que ça? Coupe du Monde 98, Euro 2000, les 2 titres gagnés parce qu'on a appelé la génération Zidane et qui est raconté dans ce documentaire. Alors en fait, c'est une suite d'entretiens qui sont menés par Luis Fernandez, alors avec Didier Deschamps, Laurent Blanc, Christophe Dugarry, Emmanuel Petit et évidemment Zinedine Zidane, dont la parole est quand même très rare. Voilà. Et évidemment, quand il s'agit d'évoquer les grands moments de 98, il y est toujours question à un moment donné des 2 buts de Lilian Thuram, échange entre Fernandez et Zidane. J'attends les buts de Zizou, j'attends les buts des attaquants. Thuram, il fait partie de cette équipe ou quoi? Oui, c'était l'arrière droit. Et alors, c'est comme ça. Ah, vous lui avez donné un peu plus de liberté. Lui, il a marqué 2 buts pour que moi, j'ai la possibilité après en finale de marquer 2 buts. Ils sont au comptoir, quoi. C'est vraiment au comptoir, exactement. Mais alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'avais oublié combien Zidane en fait était passé à côté de cette Coupe du Monde jusqu'à la finale. Et c'est Dugarry qui s'en souvient. C'est une Coupe du Monde, c'est notre meilleur joueur, il n'a pas marqué. Ah mais il est sous pression, on est en chambre ensemble, je peux te garantir qu'il est sous pression. On attend qu'il fasse gagner l'équipe de France. Et oui, et puis tout d'un coup, il y a eu ça. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. 2e but ensuite de Zidane et puis un 3e d'Emmanuel Petit et puis Zidane qui raconte son émotion. Dans le quartier, quand tu joues avec les copains, tu t'amuses à jouer des Coupes du Monde, à être un joueur, à être une équipe. Tu es dans la réalité et quand ça arrive, ça fait quelque chose. Ouais. Alors je vais tout vous dire, c'est qu'on en sort un peu frustré. On a gagné la Coupe du Monde. On a gagné la Coupe du Monde et on en sort un peu frustré du documentaire parce qu'on en voudrait encore un peu plus d'indiscrétion sur cette période. Je ne sais pas pourquoi cette épopée. Parce que là, on n'a pas l'impression d'apprendre grand-chose là, pour l'instant. Vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais vous revivez ces moments-là et puis surtout, c'est vrai que piqûre de plaisir. Exactement. C'est vraiment des footballeurs, le documentaire anti-morosité absolue en ce moment. Il y a une émotion qui est toujours là 18 ans après et c'est sans doute parce que ces 2 événements, c'est aussi la France qui gagne, la France populaire et une France joyeuse dont on a vraiment besoin. J'espère que peut-être dans le 10 juillet, on revivra ça. On ne sait jamais. Il n'y aura pas Zidane, il ne marquera pas en finale, ça c'est sûr. Il y aura peut-être encore Luis Fernandez qui posera des questions bizarres, mais il n'y aura pas Zidane. Génération Zidane, c'est sur RMC Découverte et c'est à 20h50. Et n'oublions pas que la première équipe de France à avoir gagné l'Euro,
C'est celle de Platini en 1984. Génération Fernandez avec. Ouais. Voilà. Vous aviez à peine 30 ans à l'époque. Julie, de quoi parle-t-on chez Jean-Marc C'est Morandini? toujours sympa, il y a toujours un truc qui arrive qui gâche tout avec Thomas. Alors, avec Jean-Marc Morandini, nous accueillerons 3 chroniqueurs de Touche pas à mon poste, Camille Combal, Valérie Benaïm et Jean-Michel Maire. Comment trouver sa place dans cette équipe? C'est ce qu'on va leur demander. Nous aurons donc la réponse. Merci Maryse, rideau sur le kiosque.